Ah, j'ai l'impression que ça a démarré. Ça a démarré un petit peu en avant, j'ai l'impression. Effectivement. Donc on va patienter encore une dizaine de minutes avant d'attaquer. Mais j'ai l'impression que l'enregistrement est lancé, donc peut-être que quelqu'un a lancé l'enregistrement. Donc on est une dizaine pour l'instant et on va attaquer vers 14 heures comme prévu. Voilà. Bonjour à Bonjour, tous. de nouveau Gilles David. Effectivement, on vous propose un enregistrement, ce qui permet derrière de revisionner et d'avoir le replay de l'événement. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être joints à nous pour parler aujourd'hui d'économie circulaire. Bon, une année 2020 complexe avec une année 2021 qui est pleine de challenges pour la construction et l'immobilier, puis qui sera aussi une année de convalescence, hein, parce que voilà, l'année dernière était assez complexe. Et puis du coup, on avait à cœur de vous proposer de prendre des bonnes résolutions pour 2021 et de travailler donc sur le sujet de l'économie circulaire. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec une démarche innovante, inédite, extrêmement concrète, où on va essayer tous ensemble de faire de l'économie circulaire de façon très concrète, opérationnelle. Vous allez voir ça dans quelques instants. Bloquez votre son. Quelques petits échos. Je propose à chacun des participants de couper leur micro. Et puis comme ça, après, au fur et à mesure, chacun prendra la parole. Cécile, merci à toi en tout cas de nous aider pour dérouler les slides et je te propose de passer sur le slide d'après. Donc voilà, le petit mot d'accueil, je l'ai fait. J'en profite du coup pour d'ores et déjà donc, me présenter. Moi, je suis Christophe Rodriguez, je suis directeur adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Notre objectif, c'est d'accélérer l'atteinte de la neutralité carbone dans des démarches collectives. Et la démarche qu'on vous propose aujourd'hui est une démarche collective. Et nous allons vous parler d'économie circulaire et des bureaux du futur, notamment avec notre partenaire, le CEREMA. Et du coup, j'en profite pour saluer Noélie. Noélie, je te laisse quelques mots d'accueil. Oui, donc bonjour à tous, Noélie Carretero, je suis chef de projet performance environnementale, énergétique et confort du bâti au CEREMA. Donc le CEREMA, un centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc un établissement public à caractère administratif qui traite de toutes les problématiques du développement durable et en particulier du bâtiment. Donc on travaille sur justement les performances techniques et les performances pour les usagers de ces bâtiments et on investit différentes missions pour arriver justement à la performance qui aujourd'hui passe par la diminution de l'empreinte carbone et la préservation des ressources. C'est bon, vous l'avez. C'était l'organisateur. Je voulais ajouter seulement qu'on est très heureux d'être associés. Alors Noélie, attention, il y a une petite déconnexion de micro. Pour réactiver le micro, j'ai l'impression, Noélie. Voilà, peut-être une petite erreur de manip. Si ça ne te dérange pas, Noélie, juste de reconnecter le micro, ton micro. Voilà, ce sont les petits aléas du direct. Voilà. Ah, c'est bon. Je me coupé par l'organisation. Ouais, ça s'est déconnecté il y a une seconde. Hein. Il n'y avait pas de volonté de censure de notre part, je préfère le dire. Donc voilà, je te laisse. Du coup, tu as un bonus temporel. Tu peux reprendre la main. J'espère bien parce que voilà, j'étais en train de justement de dire qu'on était très heureux d'être associé à l'IFPEB pour ce projet. C'est un projet avec des émissions fortes, donc il va travailler justement à l'évitement des déchets en s'engageant dans le réemploi et dans l'économie circulaire. Et nous, on est très enthousiastes à accompagner des porteurs de projets qui seront motivés pour tenter l'expérience. Merci Noélie. Du coup, Cécile, je te propose qu'on poursuive. Je vous propose de façon très rapide, pour qu'on rentre après dans le vif du sujet, de vous donner un peu la perspective des sujets qu'on va regarder ensemble cet après-midi. Il y en a beaucoup. Et puis, je vous donnerai quelques éléments de contexte qui me semblent importants de partager. Donc, on commencera par une introduction pour partager les enjeux, en fait, et le pourquoi, en fait, du projet, ce que nous souhaitons adresser ensemble. Après, on prendra un peu de recul à l'échelle du territoire et on a notamment, du coup, j'en profite pour saluer monsieur le préfet François Philizot qui est connecté avec nous, côté Vallée de la Seine, qui nous donnera un petit peu les perspectives des enjeux à l'échelle du territoire.
Et puis nous aurons aussi une intervention de l'ADEME, qui est partenaire du projet qu'on va vous présenter, en l'occurrence Monsieur Mohamed Ouba qui est connecté avec nous aujourd'hui. Ensuite, on vous présentera le projet, concrètement, le fameux projet Les bureaux de demain. De quoi parle-t-on? Comment va-t-on ensemble accélérer la mise en pratique opérationnelle de l'économie circulaire dans les espaces tertiaires? Et puis, on aura un retour d'expérience. Du coup, j'en profite pour saluer Madame Nesrine Dani, qui est connectée avec nous de la Fédération Vie, qui nous présentera un projet tout à fait inspirant. Vous le verrez avec du vrai progrès opérationnel, avec des photos sympathiques et plein de vrais résultats concret, donc ce sera très sympathique et concret. Et puis ensuite, on finira sur une conclusion et puis un moment d'échange, sachant que l'objectif d'aujourd'hui, c'est un appel à démonstrateurs. Voilà, on souhaite repartir de ce moment d'échange avec des maîtres d'ouvrage ambitieux, innovants, qui ont envie de faire de la mise en pratique. Et vous pourrez compter sur nous pour vous accompagner. Voilà, je finis le teasing. Et puis tout de suite, quelques éléments de contexte sur le slide juste après. Donc l'économie circulaire, c'est un sujet que beaucoup d'entre vous ont à l'esprit, mais peut-être redisons-nous quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, à l'échelle de la filière du BTP, et plus particulièrement du bâtiment, nous avons à peu près 42 millions de tonnes de déchets par an. Et en fait, lorsqu'on prend le temps de décomposer ce chiffre clé qui peut paraître énormissime, on a 25% liés aux déchets de seconde œuvre. Et c'est en l'occurrence ces déchets du second œuvre en priorité qu'on a souhaité adresser, notamment dans le cadre des projets d'aménagement de bureaux. Donc, lorsqu'on prend des projets d'aménagement de bureaux, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de cycles. Les cycles, ça peut être des réaménagements liés à des changements d'utilisateurs, ça peut être des cycles immobiliers avec des rythmes de baux, 3 ans, 6 ans, 9 ans, et finalement avec des cycles définis qui sont assez courts. On va juger que l'aménagement de l'espace est obsolète, il ne répond plus à un esthétisme, à une flexibilité, à un nouvel usage. Et donc, on va se poser la question de est-ce que je peux réaménager, voilà, est-ce que je peux réagencer? Et parfois, par habitude, parce que voilà, on est habitué de tout refaire à neuf, ou par manque de flexibilité, ou par tout simplement manque d'anticipation, on va tout envoyer à la benne. Voilà. Donc, qui n'a pas vécu la douloureuse expérience de voir un projet de réaménagement de bureau avec une benne remplie de matériaux neufs, du mobilier ou des cloisons, du second œuvre, enfin, c'est très varié, et tout est quasiment neuf et on jette tout, un, par habitude, et puis deux, parce qu'on peut-être on ne l'a pas suffisamment anticipé. Et donc, le projet WORS 2 qu'on vous présente aujourd'hui, le fameux projet du bureau des futurs, en fait, on s'est posé la question comment on pourrait anticiper tout ça. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait maximiser l'anticipation de la mise en œuvre de boucles de circularité pour avoir des projets plus vertueux, plus respectueux de l'environnement. Et avec 3 objectifs. Le premier, préserver, c'est-à-dire réemployer ce qu'on peut réemployer de façon directe ou le réutiliser s'il y a besoin de faire quelques mises à niveau des matériaux. L'éco-conception, anticiper de la flexibilité, ce serait bien de pouvoir démonter ce qu'on installe. Peut-être qu'un jour, on sera heureux d'avoir cette flexibilité, cette démontabilité. Et puis enfin, la valorisation pour favoriser du recyclage ou de la valorisation en fin de vie. Voilà. Et donc, on s'est posé très simplement la question, comment pourrions-nous faire évoluer les pratiques de prescription et puis accélérer la connexion offre-demande et faire encore plus de circularité dans les projets quotidiens que vous gérez et sur lesquels chacun d'entre vous est amené à travailler. On peut passer sur le slide d'après. Voilà un petit peu pour les données de contexte du projet des bureaux des futurs. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, je refais mon deuxième teasing, mais après, c'est terminé, c'est promis. C'est de vous dire, si vous êtes des maîtres d'ouvrage et que vous êtes en train de travailler sur des projets très concrets, que ce soit de l'aménagement, rénovation, construction, et que vous avez envie de tester, d'essayer, de vous outiller pour faire plus d'espaces circulaires, eh bien, écoutez, faisons-le ensemble. Voilà, c'est un appel à manifestation d'intérêt. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir. Et côté offre, pour le coup, là, on était côté demande, mais côté offre, industriel, mainteneur, installateur, toutes les bonnes idées, toutes les bonnes pratiques sont les bienvenues. L'objectif du projet sera aussi d'accélérer la connexion entre l'offre et la demande, évidemment. Donc voilà un petit peu l'un des sujets sous-jacents de cet événement d'aujourd'hui. Et voilà pour l'introduction. Et donc, on va passer au slide d'après. Et du coup, j'en profite pour saluer et remercier chaleureusement Monsieur le préfet François Philizot qui est avec nous aujourd'hui, qui va partager avec vous donc la vision territoriale de ces sujets-là. Et donc, je vous remercie, Monsieur Philizot. Je vous laisse la parole. Et en plus, je crois que toute la logistique marche bien. J'ai l'impression que la caméra fonctionne, voire même le micro, donc c'est formidable. Je vous laisse la parole. Ah non, le micro ne marche pas pour l'instant. Ça y est, ça marche. C'est bon, impeccable. Voilà. Non, ça marche effectivement très bien parce que je constate que l'organisateur a la parfaite maîtrise
des moments où il faut couper les micros des éléments potentiellement indisciplinés, des moments où on peut les admettre à prendre la parole. Donc, merci à vous, merci aux organismes organisateurs de ce séminaire qui nous permet effectivement d'aller trouver des partenaires au-delà de notre cercle rapproché sur un sujet dont vous avez rappelé quelques éléments clés qui montrent que ce n'est pas un sujet anecdotique, mais que c'est un vrai enjeu industriel pour la filière de l'immobilier de bureau et au-delà de la filière de l'immobilier de bureau pour tout un ensemble d'entreprises qui concourent à l'équipement, à l'aménagement de nos millions de mètres carrés de bureaux. Je souhaite resituer cette démarche dans la démarche Vallée de la Seine globale, démarche originale qui porte sur la promotion d'un aménagement à la fois efficace en termes économiques et économe, en termes de consommation de biens, d'espace, de matières, dans un souci de développement durable sur un territoire qui unit l'Île-de-France et la Normandie. Démarche portée par l'État et les deux régions, Île-de-France et Normandie, engagée il y a maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans dans le cadre d'un premier contrat de plan et que nous entendons poursuivre, État et région, dans le même esprit sur la décennie qui s'ouvre, fort de l'expérience de ces premières années. Un de nos enjeux clairement identifiés dans un contexte où on aurait pu se contenter de travailler sur l'amélioration de la performance logistique du système de transport qui rassemble Île-de-France et Normandie, qui est le premier système d'échange de marchandises en France, en particulier ouvert sur le commerce international. Un de nos objectifs partagés a été aussi de faire de ce territoire une espèce de laboratoire d'idées et de projets en matière de développement durable et en relation avec le développement économique pour bien montrer que développement durable et développement économique n'étaient pas antinomiques, même si cela peut conduire à des changements profonds d'attitude, de pratique dans certains cas. Et c'est à ce titre-là que nous avons mis en place depuis une première édition en 2015, un appel à projet annuel animé par l'ADEME, cofinancé par l'ADEME, cofinancé par la région, qui permet de faire émerger de façon très large des idées, des initiatives, des projets souvent originaux, novateurs, qui permettent d'établir cette relation entre les impératifs d'une économie plus respectueuse de l'environnement, sous les différents aspects que peut recouvrir l'environnement, et en même temps de la réponse aux besoins économiques d'un territoire qui est un territoire industriel, logistique, 470 000 emplois pratiquement dans l'industrie et dans la logistique, pour situer des ordres de grandeur, mais qui est d'abord un territoire éminemment tertiaire, à la place de Paris notamment, et est la première place européenne en termes de marché des bureaux avec Londres. Et donc, c'est un enjeu tout à fait massif pour le territoire. Dans un contexte, celui du bâtiment et des travaux publics, de façon générale, où nous avons une région Île-de-France qui est massivement importatrice de matériaux et de produits, une région de Normandie qui est un des réservoirs de transformation, récupération, recyclage, dans la meilleure des hypothèses d'ailleurs, des matériaux et produits consommés en Île-de-France, à la fois parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a des outils industriels qui peuvent permettre de travailler sur ces sujets-là. Et donc, une interdépendance, entre guillemets, entre les deux régions, et qui, à bien des égards, peut être porteuse d'avenir et d'initiative. On le voit bien aujourd'hui. Dans la sphère du bâtiment et des travaux publics, nous avons commencé à certains égards par le plus simple, le plus évident, c'est-à-dire avec les opérateurs, notamment fournisseurs du granulat, entreprises de travaux publics, regarder comment fonctionnait l'économie circulaire des matériaux de construction. C'est le premier œuvre, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans le second œuvre, et nous avons accompagné des actions qui permettent d'optimiser cette économie circulaire des matériaux de construction, ce qui est un enjeu considérable et qui est encore pour partie devant nous. Nous avons également travaillé sur la façon de créer des circuits courts pour alimenter la construction en Île-de-France. Un de nos défis, pour vous donner une illustration, et de monter une alimentation de la construction bois en Île-de-France qui ne dépendent pas de matériaux très largement importés, très majoritairement importés et très souvent en camion, mais qui permettent d'utiliser les bois feuillus de Normandie pour construire en bois en Île-de-France sur du circuit court avec du transport fluvial. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui est quelque chose qui vient parfaitement compléter
cette démarche d'abord centrée sur les plus gros volumes, les plus gros enjeux, les plus faciles à traiter parce qu'il y avait déjà une part d'économie circulaire. Tout ce qui est second œuvre, ce que l'on délaisse, ce qu'on ne voit pas parce que ça vient après, et qui pourtant, vous l'avez rappelé, Monsieur Rodriguez, dans votre présentation, représente des enjeux qui sont également considérables en termes de volume et une complexité, puisqu'il s'agit de matières, de produits, d'objets beaucoup plus variés que les matériaux de construction, beaucoup plus complexes dans certains cas recyclés, qui imposent une approche d'autant plus précise et d'autant plus fine. Sachant que l'économie circulaire ne peut se développer évidemment que si elle s'inscrit dans une vision qui est une vision construite, où on essaye, comme vous l'avez souligné, d'abord de penser à la réutilisation plutôt que de se poser la question quand on est confronté au défi de cette réutilisation, et on monte des cheminements, des organisations qui permettent d'impliquer le plus en amont possible l'ensemble des acteurs pour faire fonctionner l'intelligence collective, bien évidemment, mais pour avoir aussi les outils opérationnels, les plateformes de tri, les sites de transformation, les circuits de remise sur le marché pour tout ce qui peut être remis sur le marché plus ou moins directement, qui sont de nature à atteindre les objectifs qui sont les nôtres en matière d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quelque chose de complexe, c'est à la fois quelque chose de très ancien. Moi qui descends, je l'ai souvent dit, d'une famille de chiffonniers et de récupérateurs nivernais. J'ai été élevé dans la culture du recyclage, mais j'ai entendu parler dès mon enfance de l'enjeu des débouchés industriels, de la plume, de la ferraille ou des os que le frère de ma grand-mère récupérait dans les campagnes nivernaises et remettait sur le marché. Pour vous donner un peu personnel qui vous paraîtra peut-être déplacé, mais c'est une vraie économie industrielle qu'il faut structurer, et qu'il était autrefois, qui ne l'a plus été parce que nous avons cru à la toute-puissance de la consommation et que nous devons aujourd'hui réinventer. Nous avons à l'évidence sur ce territoire de la vallée de la Seine, et pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, une matière à traiter, un défi qui est devant nous, quelle que soit l'évolution de la consommation de bureaux. Mais je lisais hier dans les Échos que les spécialistes s'attendaient à ce que le marché du bureau reparte en Île-de-France courant de 2021 et considérait que le télétravail ne réduirait que de 2 à 12%, je reprends les chiffres, la consommation de mètres carrés dans les entreprises du secteur tertiaire, ce qui est pas c'est un phénomène notable, mais c'est pas un phénomène massif. Donc nous avons un défi aujourd'hui qui est posé, auquel il faut apporter des réponses. Cela peut se faire avec l'engagement des structures, des entités qui sont à l'initiative de ce projet WORS 2 et que je remercie encore une nouvelle fois. Cela passe aussi par une coopération avec les opérateurs économiques, les techniciens, les maîtres d'œuvre du bâtiment, les spécialistes des circuits de récupération, et c'est tout le sens de ce webinaire que de présenter la démarche et de susciter des vocations pour nous accompagner, parce que nous ne sommes pas sur un exercice qui est un exercice en chambre, mais bien sur un exercice qui vise à tester en vraie grandeur, à une échelle relativement importante, ce que nous pouvons faire de plus intelligent pour atteindre nos objectifs. Tel est le cadre général, à la fois cadre de la vallée de la Seine, insertion de cette démarche dans ce cadre vallée de la Seine, et volonté de poursuivre sur des réalisations concrètes dans un contexte, vous l'avez bien compris, il s'agit progressivement, par touches plus ou moins discrètes ou plus ou moins ambitieuses, de changer un certain nombre de modèles de production, d'organisation, de modèles économiques, voire de modèles de société. Merci, c'est Christophe Rodriguez. Je voulais juste vous remercier chaleureusement pour cette introduction qui donne une vision tout à fait éclairée du contexte et aussi inspirante. Et puis aussi pour votre parfaite connaissance du sujet. Du coup, j'ai absolument rien à rajouter. Et voilà, je ne peux que dire que le webinaire est lancé. Et du coup, Cécile, je te redonne la main pour la suite du déroulé. Et puis on poursuit. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Nous allons maintenant compléter cette vision un peu large spectre et territoriale avec l'ADEME et Monsieur Mohamedou Ba qui est présent et que je remercie. L'objectif est de vous apporter un peu une vision plus large des travaux qui sont menés par l'ADEME sur les sujets de l'économie circulaire et des déchets. Voilà, Monsieur Ba, je vous laisse la main du coup pour votre présentation. Merci. Bonjour. Je me présente Mohamedou Ba. Je travaille
à l'ADER Île-de-France, donc à l'ADEME Île-de-France, sur les aspects déchets du BTP et sur un large spectre d'essais des entreprises. Donc, excusez-moi. Donc, en fait, je tiens d'abord à m'excuser auprès de l'IFPEB parce que le projet, lorsqu'on l'a présenté, on sentait qu'il était très intéressant, d'autant plus qu'il c'était la suite du dossier WORS 1, mais malheureusement, on a été victime de notre succès. Nous n'avons pas pu contractualiser tous les projets qu'on avait l'année dernière par manque de budget, mais là, le budget est ouvert depuis hier, donc ça va se faire sous peu. Donc, l'ADEME, je vais dire quelques mots de l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est l'opérateur de l'État sur les aspects transition écologique et énergétique. C'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de la Transition énergétique et écologique, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche. Et l'ADEME, c'est à la fois un siège à Angers et puis des représentations au niveau de chaque région. Donc, on a 17 directions régionales, dont 13 sur le territoire métropolitain. Donc, quelques mots sur la mission de l'ADEME sur cet aspect déchets du BTP. Donc, en gros, c'est mettre en œuvre les politiques de protection de l'environnement, les politiques publiques, à travers des diagnostics, à travers de la prévention et de la gestion des déchets. Dans cette optique-là, c'est beaucoup plus optimiser les flux, améliorer la gestion des ressources, améliorer la performance environnementale des produits et des services et ainsi de suite. Tous ces projets-là, généralement, sur les aspects déchets du BTP, sont financés à travers le fonds qui est mis en place par l'État et que l'ADEME gère, qu'on appelle le fonds économie circulaire et déchets. Et puis, on a accessoirement aussi des projets, accessoirement, c'est du fait qu'on soit de la tutelle du ministère de la Recherche, on accompagne aussi des projets de recherche, de développement et d'innovation grâce à 3 instruments dont on dispose, un programme de thèse, des programmes de recherche et le programme investissement d'avenir. Donc voilà en gros l'intervention, les missions de l'ADEME sur les déchets, sur les déchets du BTP. Maintenant, je vais donner quelques mots sur les missions de l'ADEME sur cette thématique-là. Donc, comme pour toutes les autres thématiques, la mission de l'ADEME sur les déchets du BTP, c'est accompagner la mise en œuvre de politiques publiques décidées par l'État, mettre à disposition des entreprises, des collectivités, des pouvoirs publics et du grand public et des associations toute la capacité d'expertise et de conseil, de l'ADEME, que ce soit au niveau du siège ou au niveau des régions. Et, chose extrêmement importante, aider au financement des projets, de la recherche et à la mise en œuvre dans ces domaines, dans les domaines d'intervention, donc sur les déchets. Donc pour cela, on s'appuie effectivement sur la réglementation, donc avec des objectifs qui sont fixés par l'État. Donc, objectif de valorisation de déchets, donc de 70% de valorisation des déchets à l'horizon 2020 et puis 75% 2025. Tout en respectant la hiérarchie des modes de valorisation, on va beaucoup plus encourager tout ce qui est la prévention du réemploi, puis éventuellement de la réutilisation. Puis après, il y a l'aspect valorisation matière, valorisation énergétique. Donc, pour améliorer tout ça, pour accompagner ces projets, on encourage aussi tous les éléments de traçabilité sur les déchetteries, sur les déchets pour savoir, pour pouvoir connaître avec exactitude ce qui est produit, où est-ce que c'est produit et comment c'est transformé. Et donc, autre face de la réglementation, c'est tout ce qui concerne la feuille de route économie circulaire, qui consiste en gros à dire mieux produire, mieux consommer, mieux gérer les déchets et mobiliser tous les acteurs. Ce volet, il est extrêmement important. Quand on dit tous les acteurs, c'est vraiment tous les acteurs qui peuvent intervenir dans le domaine des déchets. Sur le BTP, c'est plus les entreprises, c'est les associations, c'est les collectivités. Et donc, comment se fait l'accompagnement de l'ADEME sur ces aspects-là?
Donc, en gros, c'est tous les acteurs, c'est tout ce qui est maître d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, donc les donneurs d'ordre, les associations, les entreprises, les collectivités. Donc, on a deux niveaux d'accompagnement. Un niveau technique qui consiste à mettre en place, à mettre à disposition de ces acteurs-là des guides méthodologiques. C'est ce qu'on a fait avec l'accompagnement de Damoclès, des fiches de retour d'expérience, de bonnes pratiques, un gros volet extrêmement important sur la partie formation, donc formation des maîtres d'ouvrage, formation des maîtres de formation des acteurs sur toute la chaîne de la production ou bien même de la réflexion jusqu'au déchet et organisation de journées techniques. Donc, tout cet accompagnement technique concerne tous les acteurs que j'ai cités, que ce soit associations, collectivités et entreprises. Et il y a un autre aspect pour lequel généralement l'ADEME est très connu, c'est l'aspect financier. On accompagne des études de faisabilité, de réalisation pour avec l'optique de réduire la consommation des ressources et la gestion des déchets. Cet accompagnement financier, se matérialise sous la forme d'appel à projet ou d'accompagnement au fil de l'eau. Les appels à projets, on a des appels à projets nationaux, donc auxquels tous les porteurs de projets peuvent concourir, comme par exemple l'appel à projet sur les investissements d'avenir, sur l'économie circulaire et la valorisation des déchets. Donc, des fois, c'est des appels à projets qui demandent une expertise et au niveau régional, il y a dans chaque région aussi des appels à projets qui permettent d'accompagner les porteurs de projets à la fois en termes d'études ou en termes d'investissement. Une information intéressante, dans le cadre du plan de relance, le fonds économie circulaire a été doublé. Donc, on est passé de 174 à 350 millions à financer donc, dans le cadre de l'économie, du fonds économie circulaire. Et donc, dans ce cadre-là, la partie déchets du BTP, elle occupe une place extrêmement importante, pratiquement près de la moitié, sinon plus. Donc, l'ADEME va accompagner à la fois par les appels à projets qu'on met sur le site internet de l'ADEME et auxquels les porteurs de projets peuvent répondre. Et il y a aussi la possibilité d'être accompagné au fil de l'eau, ce qu'on appelle de gré à gré, à partir du site d'une plateforme de l'ADEME, entreprise.adem.fr. Donc, pour votre information et pour ceux que ça intéresse, il va y avoir des fiches sur l'île de France, en tout cas plus particulièrement. Il n'y a pas d'appel à projet actuellement sur les déchets du BTP. La prochaine session elle est prévue en septembre, mais il y aura à partir du 15 février des fiches qui permettent aux porteurs de projets d'aller sur la plateforme entreprise.adem.fr, de faire une demande de financement et d'obtenir un accompagnement de l'ADEME sur les projets. Donc, quel type de projet? C'est assez vaste, ce n'est pas exhaustif ce que j'ai mis ici. C'est à la fois des diagnostics déchets, prêts de construction, réhabilitation de bâtiments, où on encourage les porteurs de projets à mettre beaucoup de réemploi, beaucoup de prévention s'il y a, et beaucoup de valorisation matière des déchets. Donc, on peut accompagner aussi des missions de coordination de déchets, donc sous la forme d'AMO, soit c'est sous la forme d'études d'accompagnement ou bien au fur et à mesure que le projet avance. Généralement, les plus gros projets, c'est beaucoup plus des centres de tri, des centres de valorisation des déchets du BTP, des plateformes de valorisation des déchets du BTP, des plateformes physiques de réemploi qu'on peut accompagner aussi, et des plateformes dédiées généralement au traitement des terres excavées, notamment sur la région Île-de-France, parce que c'est une problématique qui est prégnante. Quelles sont les dépenses éligibles? En gros, donc tout ce qui est prestations intellectuelles, c'est éligible. Toute la partie VRD, adaptation des locaux, construction, ça c'est éligible. Toute la partie process, équipement, mesures de contrôle et des dépenses qui concernent généralement le suivi des performances, les dépenses de communication, de formation et éventuellement des dépenses internes pour les investissements à hauteur de 10% de dépenses éligibles. Quelques exemples de projets
Donc là, c'est pas quelque chose d'exhaustif aussi. Un gros pavé sur tout ce qui est études et aide à la connaissance. Donc, c'est études de faisabilité avant d'investir sur des projets, par exemple, de mise en place de plateformes physiques. Ce qu'on demande d'abord, c'est de faire une étude de faisabilité que l'ADEME peut accompagner jusqu'à hauteur de 70% du coût. Donc, c'est par exemple l'accompagnement sur des plateformes de réemploi et de valorisation dans le BTP. Là, on est surtout sur l'aspect études, donc études de faisabilité, études techniques, vérifier quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté, les scénarios de travail. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut accompagner facilement. Études de faisabilité d'ateliers de déconstruction qu'on est en train d'accompagner là, et études de valorisation en matière de déblays de terrassement. Donc, ça, c'est des études, des types d'études qu'on peut accompagner. Sur les investissements, on accompagne généralement la mise en place. Donc, une fois que l'étude est concluante, la suite, c'est ce qu'on va accompagner aussi, la mise en place, par exemple, de centres de tri mécanisés pour les déchets du BTP, dédiés aux artisans et aux activités, aux acteurs économiques, création de recycleries pour le réemploi de matériaux du BTP, mise en place d'opérations d'accompagnement de porteurs de projets, par exemple avec la Fédération française du bâtiment, et accompagnement AMO de bâtiments démonstrateurs. Donc, ça, c'est juste quelques exemples de projets qu'on accompagne ou qu'on peut accompagner. Enfin, je vais terminer juste par pour montrer la dimension de l'accompagnement que ça peut se faire. Il y avait eu un projet au niveau national qui avait été accompagné par l'ADEME. C'est un projet Recalif qui avait été coordonné par Emmaüs France. Et donc, l'objectif, c'était de voir sur les défis environnementaux, socio-économiques, réglementaires et techniques dans le cadre de la mise en place d'une activité de réemploi de fenêtres bois. Donc, ça, c'est une étude, c'est de la R&D au niveau national. Puis après, une fois que la R&D est concluante, cette étude est concluante, il y a eu un porteur de projet au niveau de l'Île-de-France qui a dit, OK, nous, on va mettre en place une étude de faisabilité pour voir comment on peut installer une telle activité et où est-ce qu'on peut l'installer. Donc, étude de faisabilité encore accompagnée par l'ADEME. Et puis, cette étude étant concluante, là maintenant, c'est le porteur de projet lui dit, OK, dans ce cas, je vais mettre des investissements pour installer une telle activité à Romainville, donc en Seine-Saint-Denis. Donc, on voit sur toutes ces trois étapes, donc recherche, études de faisabilité et investissement, l'ADEME a accompagné ces projets sur toute la filière, donc de l'aspect recherche jusqu'à l'aspect opérationnel, donc avec un certain nombre d'accompagnements, que ce soit au niveau national ou bien au niveau local. Donc voilà, c'est quelques éléments, quelques données que je voulais échanger un peu avec vous et porter à votre connaissance et vous dire que l'ADEME, en tout cas sur cette année, l'ADEME a du budget pour accompagner les porteurs de projets, quels qu'ils soient, collectivités, associations, entreprises, dans le cadre de ces démarches-là, de ces démarches de valorisation des déchets du BTP ou bien de prévention d'activités du BTP. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ba, pour cette intervention et ces précisions sur le rôle de l'ADEME et les accompagnements possibles sur les projets. Et puis cet exemple d'économie circulaire et de projet qui a été suivi. J'en profite pour signaler à tous les participants que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Nous y répondrons au fil de l'eau ou lors des temps d'échange. En tout cas, n'hésitez pas. Nous allons passer maintenant à la présentation du projet Bureau de demain que nous avons esquissé un peu en introduction, mais nous allons rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail de ce projet, son contenu et son fonctionnement. Pour rappel, donc c'est un projet qui est issu de l'appel à manifestation d'intérêt sur la transition écologique et valorisation. Donc vous l'avez compris, en lien avec la vallée de la Seine, les régions Normandie et Île-de-France et l'ADEME.
C'est une équipe pluridisciplinaire qui a répondu à ce projet et qu'on représente aujourd'hui, donc avec l'IFPEB et le CEREMA en pilotage et en suivi des différents projets. Et nous sommes également accompagnés par ACATMT, qui vient en tant qu'expert de l'économie circulaire et du réemploi, et deux autres partenaires, Circoe sur les questions de logistique et EVA pour nous aider dans les calculs et de bénéfices environnementaux et de circularité. Aujourd'hui, le projet, vous l'avez compris, c'est sur le sujet de l'économie circulaire. L'objectif est de favoriser cette économie circulaire et le réemploi dans les travaux d'aménagement des espaces de bureaux. Notre objectif, c'est d'aller dans le concret avec 25 projets en Île-de-France et Normandie, sur des projets qui sont dans le cadre de réaménagement de bureaux ou de projets qui s'intègrent dans de la rénovation ou de la construction. L'objectif, il est également, autour de ces projets, d'animer deux communautés. Une communauté de maîtres d'ouvrage qui souhaitent avancer sur ces sujets d'économie circulaire et qui est motivée pour tester, avancer sur un projet, et une communauté d'offreurs, d'industriels qui viennent nous apporter des solutions et leur expertise. Concrètement, quelle est la méthode que l'on va mettre en place sur ce projet? Elle se décline en trois volets, former, outiller et accompagner. Notre objectif est de former au travers d'une acculturation à l'économie circulaire pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle et quels sont les bénéfices associés. L'objectif est aussi de pouvoir bénéficier de partage de retours d'expérience entre les différents partenaires. Et ensuite, une partie importante que je redétaillerai juste après, outiller avec la mise en place d'une connexion entre l'offre et la demande, la capacité avec des outils de mesurer les bénéfices environnementaux de l'économie circulaire sur un projet de bâtiment et d'aménagement de bureaux, et une aide à la prescription plus circulaire pour sortir de la prescription classique actuelle. Enfin, le troisième levier, accompagner, puisque l'enjeu, c'est que les démonstrateurs qui rentreront dans le projet seront suivis du début jusqu'à la livraison pour aider à la mise en place d'un niveau de circularité et à son évaluation tout au long du projet. Si je rentre maintenant plus en détail dans le premier volet, donc qui correspond à former, on propose donc deux communautés. Avec les maîtres d'ouvrage, il y aura un premier travail de formation et d'information sur l'économie circulaire, l'objectif étant d'apporter une meilleure compréhension de quelles sont les boucles de circularité qui peuvent être faites au sein d'un bâtiment, que ce soit des boucles en amont ou en aval de la construction, ou en tout cas des aménagements de bureaux, ou pendant la vie en œuvre également. L'objectif est également de les initier à de nouvelles prescriptions en échangeant avec eux sur comment modifier leurs habitudes actuelles pour faire en sorte que les prescriptions poussent vers plus d'économie circulaire, et proposer aussi des nouveaux modes de gestion avec une approche éventuelle sur une économie de fonctionnalité. L'enjeu est d'animer cette communauté de maîtres d'ouvrage pour qu'il y ait un partage entre les différents acteurs des retours d'expérience entre les démonstrateurs, et pour qu'on puisse petit à petit capitaliser et ensuite repartager à tous les acteurs de la profession sur comment faire, ou en tout cas comment faire plus d'économie circulaire sur nos projets. La deuxième communauté correspond aux industriels, mainteneurs et acteurs du réemploi, pour leur proposer déjà de les aider à définir mieux les bénéfices de leurs offres circulaires et à les quantifier. Un partage d'expérience aussi entre ces diversités d'acteurs. Tous n'interviennent pas forcément sur les mêmes volets. Certains sont fabricants, d'autres sont plutôt sur la maintenance et l'exploitation, d'autres sont plus sur le volet de réemploi et de la fin de vie. L'idée est donc de pouvoir faire bénéficier à l'ensemble des acteurs de ces retours, et éventuellement de créer des synergies entre acteurs si cela devient opportun. Le deuxième volet correspond à outiller. Le projet Bureau de demain a pour volonté d'apporter un certain nombre d'outils concrets qui puissent être utilisés sur les projets. Au travers de cela, on a donc trois grands volets.
Le premier point, c'est d'une part connecter l'offre et la demande. L'idée est de pouvoir recenser auprès des industriels qui sont intéressés par la démarche, qui ont développé une offre de circularité, de venir recenser leur offre pour pouvoir les mettre en avant et ensuite montrer lors des démonstrateurs qu'il existe des solutions actuellement sur le marché sur lesquelles on peut s'appuyer pour plus d'économie circulaire. Cette communauté, elle est autour de cinq principaux lots qui correspondent aux aménagements de bureaux, donc les cloisons, le plancher, les revêtements de sol, les luminaires, le mobilier et les faux plafonds. Donc, c'est des acteurs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui peuvent être des fabricants, des mainteneurs ou qui présentent des offres de services de manière plus large. Le deuxième outil est un outil de calcul pour permettre une meilleure mesure et une quantification des bénéfices environnementaux. C'est un outil qui va s'appuyer sur les MFA, le Mass Flow Analysis, qui concrètement vient quantifier la quantité de matériaux qui rentrent au niveau des aménagements de bureaux et puis ceux qui ressortent. Et on va venir quantifier les sujets les taux de réemploi, les taux de réutilisation, le taux de recyclage ou de matières recyclées pour refaire un produit neuf. L'ensemble de ces aspects est donc mesuré et on estime en lien à ces éléments les réductions d'émissions de carbone qui seront possibles et qui seront mis en place à l'échelle de chacun des démonstrateurs. C'est donc un outil qui va s'appuyer dans un premier temps sur les données produits des industriels et des offreurs et qui seront ensuite combinés et rassemblés dans un outil qu'on appliquera à l'échelle du bâtiment en phase de programmation et de conception pour essayer de comprendre quels sont les bénéfices selon tel ou tel scénario et bien sûr en phase de réalisation pour voir quel est le taux de circularité qui est effectivement mis en œuvre sur ces projets. Les deux autres outils dans le volet outillé, c'est aussi faciliter le réemploi. Aujourd'hui, le réemploi pose parfois certaines problématiques, notamment en lien au décalage entre, d'une part, un besoin sur un projet et d'autre part, un produit qui est disponible, qui n'est pas forcément disponible au même moment ou pas dans les mêmes qualités ou conformités attendues. L'objectif est donc déjà d'avoir un premier temps de recherche sur les questions de logistique en termes d'identification de flux qui peuvent être réemployables au niveau du bâtiment et des aménagements de bureaux, comprendre et identifier les différents croisements de modes de transport et de modes de stockage qui nous semblent les plus adaptés pour faciliter le réemploi. Et ça aboutira également à un outil d'aide pour identifier les coûts pour les installateurs et les industriels et essayer d'optimiser, faciliter cette logistique du réemploi. Ça s'accompagnera enfin par un quatrième volet, c'est aider à prescrire des produits plus circulaires. Pour cela, on a des travaux qui vont être menés avec les maîtres d'ouvrage et les industriels pour essayer de comprendre et d'identifier les bonnes recommandations pour plus de réemploi et plus d'éco-conception et les indicateurs de circularité à intégrer dans les closiers. L'idée étant de pouvoir proposer des CCTP type par lot qui intègrent ces notions de prescription et donc d'aider à une prescription plus circulaire. On a parlé des outils et de la formation. Arrive maintenant le dernier aspect, l'accompagnement des projets et des démonstrateurs qui rejoindront l'aventure. Donc l'objectif est sur la base de ces outils, de venir aider les porteurs de projets dans leur démarche de circularité. Le premier aspect sera la mise en place d'une définition du périmètre en termes d'économie circulaire, des attendus, des objectifs que souhaite se donner chacun des porteurs de projets en termes de circularité. Donc, on proposera pour cela une mission d'accompagnement à l'économie circulaire depuis le début de la conception jusqu'à la livraison. Et ensuite, on s'attachera à suivre les performances qui auront été définies en première étape
et ensuite les évaluations des actions de circularité, donc en conception, au moment de la consultation des entreprises et puis à la livraison. L'objectif est donc de suivre au fur et à mesure ces projets et au fur et à mesure de capitaliser sur les meilleures pratiques. Quels seront les aspects qui favorisent plus de circularité? Quels sont à l'inverse les freins qui ont peut-être bloqué ou rendu plus difficile? Donc c'est tous ces aspects-là qui seront capitalisés pour un objectif de diffusion large spectre, hein, des conclusions pour aider l'ensemble des acteurs. Voilà pour la présentation de l'organisation et du fonctionnement du projet Bureau de demain en termes d'accompagnement des démonstrateurs et d'outils mis en œuvre. Maintenant, je vous propose, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les indiquer. Nous avons un petit temps pour pouvoir y répondre. Oui, Cécile, il y a une question qui a été posée dans le chat. La question est, des éléments de quantification des flux ont été avancés dans la présentation que tu as faite et il est demandé si on peut avoir plus d'informations sur les méthodes de quantification des flux. Je pense que c'est le Material Flow Analysis, là, quand tu nous as expliqué les différents indicateurs, probablement. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette méthode d'évaluation des flux, de quoi s'agit-il Oui, effectivement, donc c'est la méthode MFA, Mass Flow Analysis. L'idée, c'est en lien aussi avec EVA Conseil, qui est notre partenaire sur ce sujet-là, de vraiment quantifier tous les flux entrants, quels sont en termes de matière, quels sont les différents matériaux qui vont être utilisés, et de quantifier à l'échelle de chacun de ces matériaux et produits quelle est la part de matériaux neufs, la part de matériaux réemployés, le taux de matières premières secondaires, donc les quantités de recyclés. Donc ça va être vraiment la phase de flux entrant à l'échelle d'un bâtiment et des aménagements de plateaux. Et ensuite, on quantifie aussi tous les flux sortants de la même manière. L'objectif est de comprendre et de quantifier d'un point de vue matériaux et de l'ensemble de ces indicateurs. Donc, comme je l'ai évoqué, à l'échelle produit. Et on s'appuie sur ça avec les échanges des industriels, sur leurs données environnementales. Donc, une partie des données seront issues, pour exemple, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ou quand ces données font défaut, on travaillera avec les industriels pour essayer d'avoir une approche, on va dire, simplifiée de la mesure de ces données. Merci Cécile. Du coup, on a pas mal d'autres questions. Donc, si on ne parvient pas à répondre à toutes, peut-être qu'on fera un petit FAQ. La première qui est posée, c'est sur les démonstrateurs. Est-ce qu'ils ne sont que pour l'Île-de-France et la Normandie ou est-ce qu'ils peuvent être dans d'autres régions? Alors effectivement, le périmètre de ce projet, c'est vraiment région Île-de-France et Normandie, puisque nous nous inscrivons dans le cadre du CPER de la vallée de la Seine. Donc on a un périmètre géographique qui en est identifié en conséquence. Très bien. Alors, il y a quelques questions auxquelles je vais répondre rapidement. Il y a des questions posées sur y a-t-il déjà des maîtres d'ouvrage engagés? Puis on parle de retour d'expérience. Donc là, on aura un retour d'expérience dans quelques secondes. Donc, ce sera la façon la plus simple d'illustrer le sujet des use cases et des retours d'expérience de ce qui a déjà été mis en place. Donc, on va en avoir dans quelques instants. Puis d'ailleurs, on verra les fameux material flow analysis, on verra les fameux indicateurs de circularité sur un projet extrêmement concret. Et puis ensuite, est-ce qu'on prend peut-être une dernière question? Oui, peut-être, oui. Ouais, alors il y a une question posée sur le volet assurance et garantie du matériel réemployé. Est-ce qu'on le prend en considération? Est-ce qu'on aura des éléments à apporter pour accompagner les maîtres d'ouvrage qui sont habitués, enfin pour ceux qui ont déjà essayé de faire du réemploi, qui savent que c'est pas toujours un sujet simple?
Effectivement, c'est un sujet important sur les réemplois qui peut apparaître comme un premier frein. On a des travaux, notamment avec l'appui d'A4MT qui travaille beaucoup sur les réemplois et qui a une vraie expertise et qui mène des travaux d'ailleurs actuellement sur les sujets assurantiels. Donc l'objectif, c'est d'apporter une aide et un cadre pour mieux comprendre comment peuvent être assurés et suivis d'un point de vue qualitatif ces matériaux, quel est aussi le mode de dépose qui sera pertinent pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse le réutiliser. Ouais, sachant que de mémoire, dans le retour d'expérience qui va nous être présenté par la Fédération Vie, le sujet des assurances a été traité d'une certaine façon. Je crois qu'il y a eu des démarches de contournement et néanmoins, il y a des résultats atteints extrêmement intéressants. Donc, peut-être qu'il y aura une petite parenthèse là-dessus avec le retour d'expérience. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour des questions? On peut encore faire deux, trois questions, effectivement, pas de souci. Alors, moi, je voyais une question. Comment allez-vous sélectionner les démonstrateurs? Faut-il candidater? Alors, pour les démonstrateurs, l'objectif, et on remettra en fin de webinaire les contacts, mais l'idée, effectivement, est de nous contacter et de nous donner un peu les grands éléments, la nature de votre projet, où vous en êtes dans la conception, le planning, et puis vos attendus. Quels sont pour vous vos enjeux d'un point de vue économie circulaire? Vous avez peut-être des attendus un peu spécifiques. À partir de là, on identifiera ces projets et on reviendra vers vous pour la sélection des projets participants à Bureau de demain. Donc, simple prise de contact, échange, et puis s'il y a une opportunité de mise en œuvre, on fonce. Et puis voilà, si on arrive à beaucoup plus de démonstrateurs que ce qu'on devait faire, bah, on regardera comment on s'organise. Mais pour l'instant, vraiment foncer. Enfin, voilà, on a déjà quelques premières sollicitations, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Comment vous contacter? Email, oui, il y aura les contacts donnés, je pense, en fin d'échange, Cécile. Et puis de toute façon, on diffusera la présentation PowerPoint et puis elle sera disponible en ligne. Donc vous aurez l'ensemble des contacts et voilà, on serait très heureux. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous manifester et on sera très heureux de vous accompagner. Et je propose du coup qu'on poursuive peut-être avec un retour d'expérience, Cécile, c'est ça? Exactement, je commence par une petite introduction et puis ensuite je laisserai la main au premier retour d'expérience. J'en profite effectivement pour faire un petit historique de ce projet, notamment parce qu'aujourd'hui on parle de la phase Bureau de demain, qui est en fait la phase 2 du projet appelé initialement Workspace Future, qui s'était déroulé de 2017 à 2020. Cette première étape était une étude, on va dire, exploratoire sur les sujets de l'économie circulaire dans les espaces de bureau, qui a permis de ressortir quelques résultats prometteurs sur lesquels on s'appuie dans cette deuxième phase. Il avait notamment été mis en place des premiers sujets pour l'identification et l'évaluation de la circularité à l'échelle d'un bâtiment. On avait pu mettre en lumière des premiers bénéfices environnementaux et une viabilité financière vis-à-vis d'un cycle immobilier qui semblait envisageable sur un projet de bureau. Et également des premiers démonstrateurs qui avaient été mis en place à l'époque pour pouvoir commencer à tester ces sujets d'économie circulaire sur les bureaux, et on en présentera donc un parmi ceux réalisés. Dans les gros sujets qui étaient ressortis sur cette première phase, il était vraiment mis en avant que la réussite de la démarche reposait sur une ambition forte de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi de l'ensemble de l'équipe qui travaillait sur le projet. Un temps d'étude et d'échange entre l'offre et la demande des industriels et trouver les bonnes solutions a été mis en avant, un temps donc utile en termes de conception, et un bon dialogue entre les acteurs et notamment les industriels qui proposent une offre, puisqu'on sort, on va dire, un petit peu des sentiers battus et il est nécessaire de bien comprendre le fonctionnement de chacun. Des axes de travail étaient également sortis sur le sujet du réemploi, parfois une difficulté dans la limitation des références disponibles qui effectivement changent nos habitudes quand on est sur du neuf et qu'on a un catalogue extrêmement bien fourni.
Les sujets qu'on a évoqués juste avant de qualité et d'assurabilité des produits sur lesquels on va essayer d'avancer sur cette deuxième phase et les thématiques de temporalité entre l'offre et la demande. Là également, sur cette deuxième partie, c'est une des raisons pour laquelle on avance sur le sujet de la logistique pour essayer de bien comprendre ces flux et d'y répondre. Nous allons donc maintenant passer à un premier retour d'expérience qui est donc un démonstrateur issu de Workspace Future 1, cette première phase sur laquelle on s'appuie pour lancer Bureau de demain. La Fédération Envie avait donc était venue rejoindre le projet de Workspace Future et donc avait bénéficié de cet encadrement, en plus bien sûr d'une ambition très forte qui était là dès le début sur le projet, sur les sujets d'économie circulaire. Je ne vous en dis pas plus, je laisse la main maintenant à Nesrine Dany qui va vous présenter son projet, le déroulé et aussi un peu les résultats qui ont été obtenus. Merci Cécile, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous dire quelques mots sur Envie que tout le monde ne connaît pas encore. C'est un réseau associatif qui est pionnier dans les sujets de l'économie circulaire depuis 1984, qui accompagne des personnes en difficulté vers un emploi durable à travers des activités d'économie circulaire qui vont de la collecte au tri, à la logistique, à la rénovation, réparation et recyclage de déchets issus d'équipements électriques et électroniques, et en particulier d'appareils électroménagers. On est 50 structures d'insertion en France et ça représente 2800 salariés, dont 2300 en parcours d'insertion. Envie collecte environ un tiers des 3 œufs en France chaque année. On rénove et vend environ 125 000 appareils par an, appareils électroménagers à travers nos réseaux de magasins. Voilà. Je vais passer à la slide suivante. Le projet Envie le Labo, c'est des bureaux, mais pas que. C'est un peu plus multi-activité comme lieu. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les citoyens vers un mode de vie éco-responsable et solidaire, mais en leur apportant des solutions concrètes qui vont être de pouvoir réparer ses appareils électroménagers, de pouvoir donner ses anciens appareils, pas les jeter et être sûr que ils vont être endommagés et peut-être jamais réemployables, de pouvoir acheter des équipements reconditionnés. Et puis, on propose dans ce lieu des ateliers pratiques pour accompagner justement le grand public autour des sujets de la lutte contre le gaspillage. Donc, on est dans le 20e arrondissement, ça je ne l'ai pas dit. Donc, on est à Ménilmontant, 10 rue Julien Lacroix. Et on peut passer à la slide suivante. Le bâtiment, c'était important pour nous qu'il soit le reflet des valeurs environnementales d'Envie. Mais la contrainte, c'était qu'on ait une association et donc qu'on avait un budget contraint. Donc, on a vraiment eu une approche empirique. On n'a pas mené d'études environnementales en amont. On a vraiment travaillé étape par étape avec le maître d'œuvre et l'entreprise générale pour essayer d'identifier sur la partie circularité de la construction ce qui pouvait l'être et ne pas l'être. Avancer au cas par cas. Le bâtiment, il a aussi d'autres vertus environnementales. On est sur un bâtiment qui a 70% en structure bois, avec une toiture végétalisée. Et puis, sur la partie réemploi, en fait, toutes les deux façades que vous voyez, tout le bardage est en bois de récupération. Donc, c'est des fins de stock
de différents chantiers en Île-de-France qu'on a récupérés justement grâce à notre entreprise générale. Et donc, on a fini par mener une étude, ce qu'on appelle un bilan de circularité inspiré juste par la méthode MFA qui a été citée tout à l'heure, qui nous a permis de démontrer qu'on a pu économiser 20 tonnes d'éléments neufs à travers un bâtiment qui est en grosse partie en finition brute, pas sur tout, parce qu'on a fait des choix esthétiques aussi. Et qui a essayé d'avoir recours au maximum au réemploi et à la réutilisation dans le cadre du second œuvre. On peut passer à la slide suivante. Alors, donc ça, c'est justement le périmètre de l'étude de circularité qui a été menée par le cabinet EVA, que vous connaissez peut-être. Donc, ce sont tous les lots qui ont été étudiés. Et donc, on est parti de 2 scénarios, un scénario standard où tout serait neuf et le scénario d'envie. Et en fait, on a réussi à intervenir sur tous les lots, hormis l'escalier de secours et les rideaux métalliques qui n'existent pas en neuf, en réemploi ou en version au moins éco-conçue ou quoi que ce soit. Les rideaux métalliques et l'escalier de secours, c'était trop coûteux pour nous d'envisager d'en faire un à partir de matériaux récupérés. On peut passer à la slide suivante. Donc la collaboration avec Workspace Future, elle a commencé je ne sais plus si c'est en été, en tout cas 2019, alors que nous, on avait commencé la construction en début d'année 2019. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a récupéré des garages qui étaient inexploités sur un seul niveau. Et donc, on était sur juste de la tôle. On ne pouvait rien récupérer, malheureusement, de la déconstruction. On n'a même pas pu garder la dalle pour plein de raisons. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de réutilisation des matériaux. Et donc, on était assez avancé quand on a entendu parler de cet appel à démonstrateur, mais on avait peu ou même pas de lien avec des industriels. Donc ça a été vraiment quelque chose de facilitant de travailler avec l'IFPEB sur ce sujet. Et ça nous a permis de collaborer avec Interface pour les sols. Donc, on n'a pas eu recours à Interface pour la totalité des sols parce qu'on a laissé certains sols en béton brut. Mais pour une partie, on a fait appel à eux. Pour la moquette notamment, on a eu accès à des fins de série. Donc, on était sur à la fois une moquette qui est fabriquée à partir d'un fort pourcentage de matières premières recyclées et avec une neutralité carbone, mais en plus sur de la fin de série, donc que nous, on a considéré comme du réemploi. Et Signify, qui est notre fournisseur de luminaires, donc là, on a travaillé avec eux pour pouvoir avoir déjà des luminaires de qualité, mais aussi des luminaires durables, parce que c'est l'idée du modèle de Signify, hein, c'est la réparabilité, d'allonger la durée de vie des luminaires pour qu'ils soient réparables le plus longtemps possible à travers des pièces qui se changent facilement. Et puis enfin, l'IFPEB nous a mis en relation avec le cabinet EVA, il nous a conseillé sur le fait de mener ce bilan de circularité. On est très content de l'avoir fait parce que ça nous permet vraiment de mesurer les efforts qu'on a fait, de quantifier nos résultats et de pouvoir justement les partager comme aujourd'hui avec vous. On peut passer. Alors là, il va y avoir quelques photos. Donc là, on est sur l'espace de vente du magasin. Voilà, on voit encore des luminaires, les plafonds. Donc, il n'y a pas de faux plafond. Tous les réseaux sont apparents. C'est un choix. On verra que là, on voit
la cloison sur le fond où on a gardé beaucoup de revêtements, enfin de matériaux bruts, sans revêtements muraux justement. Là, cette cloison, c'est une cloison qui est la verrière qu'on voyait en bas. C'est une verrière qui est en verre de récupération et en bois de récupération, qui a été menée par un chantier d'insertion. On a travaillé avec pas mal de menuiseries solidaires et de chantiers, donc chantier éducatif et chantier d'insertion. Donc, il y a aussi une dimension sociale et locale dans le réemploi, dans le cadre des aménagements, qui est intéressante, qui est en tout cas très importante pour Envie. Alors là, vous voyez, c'est sur la mezzanine, c'est une cloison fabriquée à partir d'une quarantaine de hublots de machines à laver et aussi de bois issus de fenêtres anciennes et d'une poutre. Donc là, on arrive dans notre espace d'animation, on animera les ateliers et qui sera aussi privatisable. Dans le fond, on voit aussi la partie cuisine où on a poussé un peu le sujet. On va le voir, je pense, sur la photo d'après. Donc, on a fait fabriquer des meubles de cuisine par un chantier d'insertion aussi à partir de bois récupéré. On est sur du mélaminé, mais ça fonctionne bien. Là, il y a un revêtement en 100% en plastique récupéré qui est fait par le pavé, que vous connaissez peut-être. Et on a des briques de réemploi qui viennent d'Aubervilliers. Et là, on arrive à l'étage des bureaux donc, de la Fédération Envie, où il y a une grosse bibliothèque qui pèse 275 kilos, je crois, et qui est fabriquée uniquement en bois de récupération et en polycarbonate récupéré. Et tous les meubles que vous voyez, c'est de la seconde main, c'est du mobilier d'occasion. Donc, en fait, on peut arriver à avoir des choses plutôt fonctionnelles et confortables, parce que là, on n'est pas sur des fauteuils anciens, sales et pas adaptés à des positions longues. Alors, sur les indicateurs, justement, de circularité, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a évité d'avoir recours à 20 tonnes d'éléments neufs. Ça représente 45% du total en masse de ce qu'on aurait utilisé dans un scénario standard sur de l'aménagement. L'évitement des matériaux, donc c'est 7 tonnes. Sur le réemploi, on est à 10,6 tonnes. Il faut savoir que sur le réemploi, donc on a été assez regardant aussi sur les distances, la provenance de ce qu'on récupérait. Et puis, il y a une partie recyclée aussi parce que tout… donc, en fait, on a quand même eu recours à des éléments neufs, notamment pour tout ce qui était neuf par obligation liée aux obligations de sécurité, du bureau de contrôle, etc. Et puis, il y a une partie aussi des choses qu'on a décidé d'avoir en matériaux neufs. Mais on a essayé au maximum de regarder s'il y avait au moins des matières premières recyclées dans la fabrication de ces matériaux. Donc là, vous revoyez les chiffres à gauche avec la comparaison du scénario standard. Et à droite, on a une évaluation de la provenance des matériaux dans un scénario standard et dans le cas réel d'Envie. Donc, il y a une bonne partie qui vient d'Île-de-France. Hein, on est sur plus de 30%, 36%. Et qui vient de France aussi. Les enseignements, donc il y a encore beaucoup de freins au réemploi. Déjà sur le gros œuvre, on n'a rien fait en fait. On ne s'est pas du tout aventuré là-dedans parce que
ça implique de mener des études importantes et donc d'engager beaucoup de financement. La partie contrainte technique, c'est sur le sur-mesure. Il y a des choses qui ne sont pas fabriquées, sont fabriquées par personne à partir de matériaux récupérés. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les rideaux métalliques, à moins qu'on soit passé à côté, ça n'existe pas en fait, à fabriquer à partir de matériaux récupérés. C'est plus que le coût, c'est le temps passé, donc c'est quand même, ça veut dire de l'argent, mais le temps de sourcing est très 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 long. Donc il faut vraiment avoir un chef de projet dédié et décider de vouloir pousser, atteindre ses objectifs de circularité, parce qu'on peut facilement abandonner pour plein de raisons. Et le sourcing, en fait, le sourcing, c'est pas, mais vous devez le savoir, mais c'est pas, on a juste besoin de trouver un lavabo, on a besoin de trouver le lavabo qui correspond exactement et donc qui a été bien déposé et qui va répondre à toutes les autres contraintes techniques. Et donc, c'est lié au point suivant, la disponibilité des éléments. L'absence de garantie d'usage, typiquement sur les radiateurs, je ne sais pas exactement combien de radiateurs on a installés, je dirais une quinzaine. On a décidé d'en réemployer 4 seulement, parce qu'on n'a pas voulu prendre le risque d'avoir tous nos radiateurs qui tombent en panne. Et notre entreprise générale, elle ne peut pas nous donner la même garantie que pour un élément neuf. Donc, c'est un frein, mais c'est un risque qu'on a décidé de prendre sur une partie de ce qu'on a posé. Voilà, les choix esthétiques et pratiques dans l'espace de vente que vous avez vu, il y a des structures métalliques et on a décidé de les acheter en neuf parce qu'on était sur du semi-sur-mesure, que les coûts étaient acceptables et que ça correspondait à notre aménagement. Donc, c'est un choix assumé qui a fortement impacté le bilan de circularité parce qu'en fait, en nombre d'éléments, on a été très loin, mais en masse, ça l'a impacté parce qu'on est sur quelque chose de lourd. Les aspects culturels, ça c'est plutôt dans le cadre de l'équipe projet, hein, quand l'entreprise générale nous dit en fait ça coûte le même prix un radiateur neuf et un radiateur en réemploi, autant prendre un neuf, il faut leur expliquer la démarche, il faut faire pas mal de pédagogie. Et puis les compétences, on ne sait pas forcément quand on est maître d'ouvrage ou même maître d'œuvre parfois, ce qu'on peut réemployer, ce qu'on ne peut pas réemployer, ce qui est disponible, ce qui est facile à trouver, etc., etc. Voilà, le dernier point, compromis produit éco-conçu par rapport au lieu de fabrication. Donc oui, il y a certains industriels qui fabriquent des choses en Asie, donc c'est un choix qui se discute. Parmi les leviers d'action, donc il y a l'accès à l'information, enfin développer les compétences. Aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes qui existent dédiées au réemploi. Il y a des MOOC qui ont été développés, mais il faut le savoir pour pouvoir en bénéficier. On a parlé de la pose et de la dépose. Nous, ça nous est arrivé, heureusement pas à chaque fois, mais il y a notamment une opération où on est allé récupérer un certain nombre d'équipements sanitaires et en fait qui n'étaient pas en bon état. Et donc, c'était un peu la grosse déception parce qu'on n'a pas pu les poser dans le bâtiment. Démontrer l'intérêt économique aux acteurs du bâtiment. On a souvent l'impression que le réemploi coûte plus cher. C'est pas forcément le cas. Ça coûte plus cher en temps,
Ça coûte pas forcément plus cher en fourniture. Par exemple, les mobiliers de bureau en neuf, ils coûtent peut-être 70% plus cher que nous, ce qu'on a acheté. Avoir recours à un chantier d'insertion ou un chantier éducatif pour fabriquer des meubles sur mesure, ça revient pas si cher que ça. C'est peut-être même plus cher de travailler dans le neuf. Voilà, et essayer d'inciter fiscalement au réemploi. Ce projet, ce lieu a un certain nombre de partenaires sans lesquels on n'aurait pas pu financer tout ça, hein. En particulier la ville de Paris, mais aussi l'ADEME qui est intervenue justement en cofinancement de l'étude de circularité, mais aussi sur la partie investissement et sur la partie animation dans Ville Labo. Et puis il y a d'autres acteurs importants, la région Île-de-France. On est sur un bail à construction avec Paris Habitat. Et Écosystème nous soutient également sur la partie animation. Et on travaille avec quelques acteurs, fondations privées. Et le projet est parrainé par le ministère de la Transition écologique. La dernière slide, c'est pour vous présenter, vous donner une idée de la diversité des acteurs avec lesquels on a travaillé sur justement l'aménagement circulaire. Donc, c'est aussi bien des associations que des industriels, des acteurs du bâtiment, l'IFPEB bien sûr, et puis des vendeurs de mobilier d'occasion tout simplement. Merci beaucoup Nesrine pour cette présentation. C'est un projet qui est effectivement très inspirant dans la démarche. Vous avez mené de nombreux travaux pour avancer sur l'économie circulaire et on en voit de beaux résultats. Je pense que ça appuie pleinement les propos sur l'importance d'une ambition forte qui est tenue par la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble de l'équipe projet pour mener à bien ce type d'expérience. L'idée pour les démonstrateurs, et on pourra le réévoquer, c'est à chacun de trouver ses objectifs et ses axes de travail et d'aller effectivement plus ou moins loin suivant les possibles et son champ d'action. Nous allons peut-être passer à un petit temps d'échange s'il y a des questions sur ce retour d'expérience. Est-ce que vous auriez des questions un petit peu spécifiques sur ce retour d'expérience de la fédération en vie? Je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui sont plus largement sur les sujets du projet bureau de demain, du réemploi qu'on évoquera peut-être sur la fin de cette présentation. Je vois qu'il y a une petite question sur qu'entendez-vous par inciter fiscalement le réemploi? Alors la question c'est, ça peut être de l'incitation positive, hein. Donc c'est favoriser fiscalement le recours au réemploi dans le cadre des aménagements, j'en sais rien, on n'a pas poussé le sujet un peu plus loin, mais typiquement sur une taxe d'aménagement ou sur les impôts locaux qu'on pourrait payer en ouvrant, des taxes de bureau par exemple. Peut-être qu'il pourrait y avoir une bonification. C'est pas, Effectivement, pour compléter ces propos, effectivement, il y a notamment à savoir la REP, la responsabilité élargie du producteur, qui va bientôt s'appliquer aux bâtiments. Et les questions de bonus, d'éco-modulation, tous ces sujets-là, voilà, sont des questions qui sont en cours pour essayer d'avoir plus de réemploi dans le bâtiment.
Donc, c'est des travaux qui vont se faire sur 2021 à suivre du coup dans l'actualité. Sur les autres questions que je vois, une question sur la durée de votre projet, Nesrine. Combien de temps ça a pris de faire ce beau projet? Alors, on n'est pas sur des échelles de temps normales puisqu'on a le Covid qui est passé entre-temps. Donc, on est sur quasiment 2 ans de projet pour la construction, finalisation. Mais c'est en incluant les retards du Covid, le premier confinement, etc., etc. Et pour compléter, est-ce que je vois une question sur le sujet de la disponibilité du matériel et des produits? Est-ce que ça a augmenté, enfin combien de temps ça a augmenté? Est-ce qu'il y a eu des impacts sur le planning projet du fait de devoir rechercher ces disponibilités? Alors, il y a 2 choses. Nous, on a eu un impact en intégrant un industriel dans le projet parce que c'était un peu trop tard, mais on l'a quand même fait. Donc ça a joué. Si c'est réfléchi dès le début et que les lots sont définis dès le début, il n'y a pas de raison. Ensuite, pour la partie travaux, il n'y a pas eu d'impact dans le sens où parfois on a dû faire des compromis. Et justement, typiquement l'exemple que je vous parlais là de l'impossibilité de poser des équipements sanitaires, on a fini par en poser des neufs parce que sinon l'impact allait être trop important, ça allait décaler beaucoup de choses. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir peut-être, c'est que sur la partie aménagement, je pense qu'en termes d'achat et en nombre de références, ça va être beaucoup plus important que quand on est sur du neuf. Donc ça prend forcément plus de temps. Non, enfin, voilà. On va pas passer par un seul fournisseur pour tous les mobiliers parce que justement, il y en a besoin de dimensions différentes et que c'est pas un vendeur de mobilier d'occasion qui va avoir tout disponible en une fois. Effectivement, c'est toute la complexité d'aller rechercher les différentes références. Je vois qu'il y a des questions qui sont en lien. Alors, on a parlé du temps. Certaines personnes se posent la question en termes de coût de projet, du fait de soit ce temps d'étude, soit du coût des matériaux. Est-ce que pour vous, cette démarche a représenté un surcoût? Est-ce qu'il a été à peu près quantifié? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, économiquement parlant, cette approche? On n'a pas fait l'étude économique comparative d'un scénario standard par rapport au scénario en vie. Il y a eu certains surcoûts, mais qui étaient liés à une sous-évaluation au départ en fait, des besoins en aménagement. Donc, globalement, on n'a pas explosé le budget et au contraire, on est plutôt rentré dans les clous sur la partie aménagement pur. Ok. À l'inverse, est-ce qu'il y a des postes où il y a des économies particulières? On a évoqué le mobilier, pour exemple. Il y a d'autres postes comme ça qui sont ressortis. Les finitions brutes, c'est clair que si on peint moins de surface, ça revient moins cher. Effectivement. Voilà pour les questions. Peut-être un dernier élément, nous on a mis en place un parcours pédagogique du lieu. Donc il y a la possibilité d'organiser des visites. Ce parcours pédagogique, il est matérialisé par des axonométries où on met en avant tous les éléments de circularité du bâtiment. À chaque étage, il y a des balises qui racontent l'histoire et la provenance et parfois l'impact justement environnemental des différents éléments qui ont été posés, qui sont remarquables. Donc, il y aura des visites organisées pour le grand public et on peut aussi organiser des visites professionnelles sur demande.
Ok. Et pour réaliser ces visites, ça se passe comment? On passe par votre site internet, par un... Alors, nos pages, le détail de nos pages ne sont pas encore en ligne, mais on peut envoyer un email à envielelabo@envie.org. Parfait, c'est noté et c'est enregistré du coup. Voilà pour ce retour d'expérience. Nous allons passer maintenant à une conclusion pour reprendre un peu les grands éléments de projet et puis nous aurons de nouveau un temps d'échange. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions sur le projet, son organisation, son fonctionnement. Donc, on essaiera de répondre à un maximum de questions. Encore merci Nesrine pour ce beau retour d'expérience. Merci à vous. Oui, en fin de webinaire, on souhaitait revenir du coup sur un des volets de ce webinaire qui est l'appel à contribution. Donc, on vous a présenté le projet, mais l'objet de ce webinaire, c'était aussi d'essayer d'initier une démarche avec vous qui participez. Alors, comme vous l'avez compris, ce projet concernant l'appel à participation va viser 2 profils d'acteurs. Alors, je vais revenir d'abord sur le profil maître d'ouvrage et puis on reviendra après sur le profil donc d'acteur du second œuvre. Alors, concernant les maîtres d'ouvrage, alors si vous êtes maître d'ouvrage, vous voulez favoriser l'économie circulaire dans un projet d'aménagement de bureau, on vous invite à le faire avec nous. Donc, on va vous donner ensuite nos coordonnées pour entrer en contact et travailler ensemble à la réussite de votre projet. Alors, on cherche des projets qui démarrent maintenant ou qui viennent de démarrer, hein, parce que pour la réussite du projet, il faut initier la démarche suffisamment tôt. Et des projets qui, au niveau du calendrier, ont des perspectives d'avancement d'ici 2022 pour que ça colle avec le calendrier de notre mission et pour qu'on puisse voir déjà les résultats voilà, dans le cadre de notre mission. Après, concernant les autres critères, tout est ouvert. Donc, ça peut être des projets neufs, des projets de réhabilitation, des projets d'aménagement, des projets de toute superficie, des projets de tout type de marché, des projets ensuite aussi également de tout type de maîtrise d'ouvrage, public, privé. Et on a une limite, comme on a déjà répondu à la question à ce sujet-là. Par contre, il faut que ce soit des projets qui soient en Île-de-France et en Normandie. Et le critère indispensable qu'on veut mettre en évidence, vous l'avez compris via le retour, notamment de la Fédération Envie, c'est qu'il faut par contre que vous soyez motivés. Nous, on est motivés, mais pour que ça marche, il faut que vous aussi, en tant que porteur de projet, vous soyez motivés pour lancer cette démarche. Et alors, ce qu'on aimerait dans l'idéal, c'est avoir un ensemble de projets avec des caractéristiques différentes pour montrer que c'est une démarche qui peut être mise en place dans toutes les situations. Voilà. Alors, concernant après, concrètement, comment ça va se passer. Donc, c'est un projet où nous, on vous propose notre accompagnement, donc en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage dans la mise en place de cette démarche d'économie circulaire. Et c'est un projet pour lequel on va mettre en place une communauté avec un partage d'expérience, comme vous l'a présenté Cécile, pour que vous puissiez discuter des freins et pour que nous, après, on puisse vous aider aussi à les lever. Alors, en contrepartie, il y a une contribution de 1 550 € par bâtiment qui est très modeste, vous l'avez compris, par rapport à l'accompagnement qu'on vous propose, puisque c'est bien un accompagnement jusqu'à 2022, donc sur toutes les étapes de votre projet pour mettre en place cette démarche. Donc voilà pour ce qu'on peut dire sur le profil maître d'ouvrage, et puis il y a un temps d'échange après pour prendre votre question. Alors, concernant maintenant le profil industriel, donc mainteneur installateur. Donc, ce qu'on vise, c'est des acteurs du second œuvre. Donc, des acteurs qui ont initié une pratique déjà d'économie circulaire ou qui veulent se lancer et qui veulent mettre en valeur cette pratique. Donc, au niveau des lots concernés, on vise essentiellement des acteurs, donc des lots cloisons, luminaires, mobilier, plafond, plancher et revêtement de sol, voilà, qui veulent s'engager dans cette démarche-là. Et puis après, des acteurs avec des profils également variés. Donc, quand je dis profil, je veux dire des acteurs qui, au niveau de la démarche, soit veulent l'initier avec une connaissance du coup pratiquement nulle, soit sont déjà engagés. Vraiment, l'idée, c'est de partager cette expérience et d'accompagner tous ces différents acteurs dans la mise en place de la démarche. Donc là, on vise bien des acteurs qui vont répondre aux attentes et aux besoins qu'ont exprimé les maîtrises d'ouvrage dans leur projet. Donc, on est sur l'autre côté, en fait, des acteurs dans les projets. Et puis, pour le coup, là, c'est des acteurs qui peuvent venir de partout en France, puisque l'idée, c'est de créer une communauté la plus riche que possible. Donc, nous, ce qu'on vous propose,
en tant qu'accompagnant, c'est de vous aider à mettre en place une visibilité là-dessus, sur vos actions. Donc, mettre en lumière vos actions et vous aider à mettre en place aussi cette pratique via la quantification des bénéfices, donc à l'aide des outils que Cécile a présentés. Vous aider aussi après à faire une adéquation entre la demande et la prescription, donc via des prescriptions adéquates. Ça, ce sera via les outils, les closiers qu'on va développer. Et puis, vous aider aussi à travailler sur les freins à l'assurabilité. Et puis, en dernier lieu aussi, vous aider à tester et améliorer votre offre. Donc, ça pourra se faire via les démonstrateurs, parce que vos produits vont pouvoir être mis en œuvre dans les démonstrateurs. Et puis, via aussi les outils comme le calculateur de coûts, qui va vous permettre d'évaluer les bénéfices de vos produits. Et enfin, via la communauté qui va vous permettre de partager toutes vos expériences et vos freins pour que nous aussi, on continue à vous aider à les lever. Alors, comme pour les maîtres d'ouvrage, nous, on est motivés, mais pour que ça marche, il faut que vous aussi, en tant qu'acteur du second œuvre, vous soyez motivés pour vous lancer dans cette démarche, puisque on apporte de l'énergie, mais il nous faudra aussi votre énergie de l'autre côté. Alors, on vous propose du coup un temps d'échange si vous avez des questions relatives donc, à cet appel à contribution. On va peut-être montrer directement le slide avec nos coordonnées pour expliquer un peu voilà, comment concrètement s'engager dans la démarche. Alors, au niveau, on est 2 acteurs avec l'IFPEB et le CEREMA et on s'est réparti un petit peu la prise de contact de la façon suivante. Donc, l'IFPEB, via Cécile Deloffre, va s'occuper de gérer tous les candidats, on va dire, pour les projets porteurs de projets en Ile-de-France et pour le volet industriel. Et puis, nous, CEREMA, donc c'est moi-même, je vais participer, enfin en tout cas contribuer à accompagner les porteurs de projets en Normandie. Donc, je vous invite, si vous êtes porteur de projet normand intéressé par l'aventure, à prendre contact avec moi. Alors, Cécile, pour les questions, je n'ai pas accès au chat. Oui. Donc, si tu vois. Merci Noélie. Alors, effectivement, il y a diverses questions et n'hésitez pas à en poser d'autres. Je vais essayer de reprendre un peu l'historique puisqu'il nous reste un petit peu de temps. Alors, il y avait une question pourquoi uniquement ces 2 régions? Pour rappel, effectivement, on est dans le cadre d'une réponse d'AMI dans le cadre du CPIR de la vallée de la Seine, donc qui intègre région Île-de-France et région Normandie. C'est pour cette raison que on cherche des projets localisés sur ces 2 régions et ce périmètre géographique. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'en livrable de notre mission, il y aura un ensemble de retours d'expérience qui pourront bénéficier à la fin de notre mission aux différents porteurs de projets sur le territoire. Donc, il y a bien une ambition que ça soit derrière décliné, que ça puisse être décliné en tout cas et que ces retours d'expérience-là profitent à l'ensemble du territoire. Exactement. Je vois qu'il y avait des questions, mais je pense, Noélie, tu en as y répondu partiellement. Des sujets sur la question de quel est effectivement l'accompagnement exactement et la prise en charge. On est vraiment là en tant que facilitateur et accompagnant sur la démarche. On vous apporte des outils, on vous apporte une communauté, on vous appuie et on vous suit lors de la conception et de la réalisation de votre démonstrateur. Voilà, c'est vraiment une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de conseil que l'on propose sur un périmètre bien défini. Il y avait ensuite des questions de est-ce qu'on intègre les architectes et maîtrises d'œuvre, leur retour? Alors bien évidemment, on a parlé beaucoup des maîtres d'ouvrage des projets qui sont les porteurs d'éventuels démonstrateurs, mais l'objectif ensuite, c'est d'échanger avec l'ensemble de l'équipe projet pour pouvoir avancer. Ça nécessite un travail collaboratif de conception, de réflexion. Donc c'est bien l'ensemble des parties prenantes qui seront intégrées à ce suivi. Je vois une question aussi sur la mise en place d'une plateforme en ligne pour le sujet du réemploi. Alors, ce n'est pas forcément on n'a pas volonté, dans le cadre de ce projet, en tout cas, de créer une plateforme en ligne pour
pour la connexion entre l'offre et la demande du réemploi, mais on est en mesure de s'appuyer sur différents travaux, différentes plateformes qui existent. Donc, on pourra vous réorienter autant que nécessaire sur ces différentes plateformes. Mais l'enjeu n'est bien pas de recréer encore une nouvelle plateforme. Des questions sur est-ce qu'il y a des équivalents de nos organismes sur d'autres régions? Alors, oui, il y a des équivalents, enfin, en tout cas, côté CEREMA. Après, là, c'est bien une mission territorialisée dans le cadre de cette AMI. Donc, la démarche, elle est mise en place uniquement sur, enfin, en tout cas, côté CEREMA, uniquement dans ce cadre-là aujourd'hui. Alors, une personne pose la question, est-ce qu'un acteur de l'économie sociale et solidaire peut candidater, un distributeur de mobilier souhaitant mettre en place une offre de mobilier de seconde vie également? Alors, je pense que pour le distributeur de mobilier, effectivement, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez aller sur de la seconde vie, vous pouvez rentrer dans le cadre de la communauté des offreurs. Et un acteur de l'économie sociale et circulaire, je pense qu'il faudrait qu'on en discute, qu'on voit un petit peu plus le contexte. Qu'on voit en fonction du profil, voilà, à quelle communauté il peut appartenir. S'il n'y a pas un projet dédié, ça peut être quand même la communauté, s'il est intéressé par ce qui se passe côté communauté industrielle. Je pense qu'il pourra totalement être intégré aux échanges. Oui, c'est Christophe, j'en profite pour faire un coucou. Merci à tous là, pour vos interventions extrêmement riches. Et moi, j'ai envie de m'engager, mais malheureusement, voilà, j'ai juste une petite maison, donc ça va peut-être pas vous intéresser. Non, pour répondre, enfin, toutes les énergies positives sont les bienvenues, hein. N'hésitez pas, de manière générale, on vous a donné nos coordonnées côté IFPEB. Enfin, voilà, nous, on est preneurs d'échanger avec des gens qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie de faire avancer les sujets. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on vous parle du projet Wars 2, qui est un projet avec une couverture territoriale qui a été donnée, hein, avec un certain nombre de règles du jeu. Mais voilà, enfin, n'hésitons pas, nous, enfin, voilà, tous les gens qui ont envie de faire bouger les lignes, quelle que soit votre connexion, plutôt côté off, côté demande ou autre, voilà, nous, on est toujours preneurs d'échanger. Il y aura peut-être des voies de connexion et des synergies à mettre en œuvre. Donc voilà. Mais il est vrai que voilà, le Wars 2 a un périmètre qui a été fort bien donné par Noélie Cécile. Donc tout le monde l'a à l'esprit. Cécile, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai balayé un certain nombre de questions. Je vois qu'il y a un dernier sujet sur comment envisagez-vous la prescription. Je suppose que c'est le sujet de la prescription plutôt au niveau de la conception du bâtiment. L'idée, nous, c'est de vous aider et de vous aiguiller, de proposer des cahiers de prescription type, notamment sur le sujet du réemploi qui est parfois un petit peu plus complexe et compliqué. De aussi vous proposer une mise en place de certains indicateurs pour la consultation des entreprises qui peut permettre de mettre en lumière, mettre en avant les bénéfices d'une offre circulaire par rapport à une offre qui serait plus standard. Donc voilà, c'est vraiment des outils qu'on vous propose, plus une mise en relation avec des offreurs pour mettre en lumière ce qui existe actuellement sur le marché. Et ensuite, je dirais que c'est à vous de voir comment intégrer tous ces outils qu'on peut vous apporter dans le cadre de votre consultation et de votre conception. Ouais, totalement, Cécile, hein. Du coup, c'est important ce qu'a évoqué Cécile, et Noélie l'a dit. Nous, on est dans une démarche de facilitation. On est facilitateur, hein. On n'est pas là pour faire de la maîtrise d'œuvre ou de la MO. Enfin, c'est pas l'état d'esprit. Nous, on est facilitateur. On est là pour faire de l'interconnexion offre-demande et puis créer de la connexion, de l'échange, du partage pour apprendre tous ensemble et pour aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc, on vous donne sur étagère un certain nombre de choses avec de la connaissance, du savoir et puis des outils très concrets, très opérationnels. Mais nous, on serait extrêmement heureux que tout ça se soit pris en main par vos maîtres d'œuvre, par vos AMO, par vos conseils, toutes les équipes avec lesquelles vous travaillez habituellement, quotidiennement sur vos projets. Et nous, on est là pour booster cette connexion offre-demande et puis vous faciliter la vie, parce que les gens ambitieux, innovants, comme beaucoup d'entre vous connectés aujourd'hui, on a envie de leur faciliter la vie. Voilà, c'est ça l'état d'esprit du projet.
Voilà, je crois qu'on a balayé à peu près les questions. N'hésitez pas si il en reste quelques-unes. Pour rappel, la présentation et le webinaire, son enregistrement seront disponibles à la suite de cet après-midi et seront mis en ligne. On vous enverra un email pour vous envoyer les liens pour revoir et retrouver nos coordonnées au besoin et vous permettre, si vous le souhaitez, de nous contacter pour proposer de rejoindre l'aventure. Voilà, merci à tous les intervenants d'aujourd'hui. Voilà, un projet motivant, vous l'avez compris, on est plein d'énergie, donc on vous attend. N'hésitez pas à user, voire même abuser des adresses mail qu'on vous a données. Non, j'exagère quand même, il y a quelques règles du jeu, mais voilà, on se fera un plaisir d'échanger avec vous et puis d'essayer de créer ensemble un futur plus circulaire comme bonne résolution pour 2021. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne Merci, au journée. revoir. Merci. Combien de personnes aviez-vous au final? J'ai vu jusqu'à 88, 90